Nous sommes à Toulouse. Oui. Et vous avez une maison d'édition. Et c'est très intéressant pour moi parce que ce que vous faites, c'est le très haute qualité des imprimatures. Et vous avez une machine extraordinaire, une Heidelberg. Je pense que c'est le Mercedes de machines d'imprimateur. D'abord, peut-être je peux vous expliquer un peu l'histoire même du nom de cette maison d'édition qui s'appelle À l'enseigne du pot cassé. Cette histoire remonte à 1525. En 1525, François Ier, le roi de France, avait un imprimeur qui était le premier imprimeur officiel du roi de France, avait une fille. Et cette fille, à 12 ans, est morte. Et donc l'imprimeur, pour montrer que sa vie était brisée, il a changé de nom de maison d'édition, il appelait le pot cassé, pour montrer que sa vie était brisée, était anéantie. 400 ans après, en 1925, un libraire de Paris, qui était d'origine roumaine, mais qui était un grand bibliophile et qui connaissait l'histoire de Geoffroy Tory, l'imprimeur de 1525, a décidé de faire une maison d'édition en reprenant le nom du pot cassé, en hommage à cet imprimeur de 1525, avec une ligne de publication qui était un peu à l'ancienne. Mais en 1925, tous les livres étaient un peu à l'ancienne, si vous voulez. C'est-à-dire de la littérature classique. Ça, c'est important. De la littérature classique, ensuite avec des papiers de qualité, des gravures originales, et en 1925, il n'y avait presque que ça, de l'impression typographique. Et donc, moi, lorsque j'étais étudiant à Paris, j'allais sur les bords de Seine, et j'ai trouvé ces livres. Alors au début, je dois dire que ce qui m'intéressait, ça n'était pas forcément la littérature et les textes, mais c'était les gravures. Parce que c'était des gravures de 1925-1930, et donc des gravures art déco qui sont très belles. Je me suis dit qu'un jour, ce serait bien peut-être de continuer cette maison d'édition. Et donc 1525, 1925, 2025. C'était normal que ce soit cette année. Alors la maison d'édition, en fait, a existé de 1925 à 1950. Et puis en 1950, il y a eu un grand incendie, tous les livres ont brûlé. Et le libraire est mort l'année d'après. Je pense qu'avec ce nom, ça doit être une maison d'édition de Royal ou quelque chose comme ça. Alors, l'idée, c'était de faire des choses un peu à l'ancienne. On ne pouvait pas reproduire les livres anciens à cause des droits des graveurs. Parce que les graveurs, naturellement, il y a des droits qui courent en France, on ne pouvait pas. Donc, on a décidé de faire des livres nouveaux, mais avec cette même chose, des papiers raffinés, des gravures originales, demander à des graveurs de faire des gravures et des textes de littérature classique. Oui. Et puis, j'ai cherché pour faire de l'impression typographique. Et c'est là que j'ai trouvé un imprimeur qui a une Heidelberg de 1960. Et peut-être si je peux vous dire aussi comment ça marche l'impression. C'est-à-dire qu'autrefois, l'impression typographique, c'était, on mettait une lettre après l'autre, et donc c'était très long, et aujourd'hui, ce serait trop cher de faire ça. Mais cet imprimeur m'a dit, on peut utiliser les moyens hyper modernes, comme l'impression 3 dimensions. Donc moi, je lui envoie le PDF des textes, et lui, à partir du PDF, il fait pour chaque page une plaque en impression 3D, que l'on met dans la Heidelberg, et ça donne, quand on touche le livre, on sent le relief, puisque c'est une vraie presse. Mais il faut mentionner qu'à l'ancienne, ce n'était pas cette papier-là, comme ça, c'est 80 grammes et très normal, mais il y avait une signe où cette papier est produit, et vrai. Comme ça. Vous utilisez même... Alors là, on utilise du papier verger, et en effet, si on regarde par transparence, on voit les lignes des vergetures du papier verger, mais les fabricants de papier verger ne mettent plus leur marque à l'intérieur du papier. Cela dit, ce que l'on a décidé de faire et que faisait l'éditeur en 1925, c'est que même si on fait un tirage de 1000 ou 2000 exemplaires du livre en papier verger, on fait un tout petit tirage de 10 exemplaires de papier en feuille de coton
et de 40 exemplaires de papier en feuilles de chanvre fabriqués en Allemagne. Voilà. Alors donc ça c'est pour les collectionneurs, un peu les bibliophiles, évidemment. Après il y a un autre élément qui est un peu amusant, si vous voulez, c'est que dans un livre que j'avais acheté de 1925, j'avais trouvé un bon de commande. Et dans ce bon de commande, il y avait le prix du livre. Et j'ai fait des recherches historiques et j'ai trouvé que le prix du livre, c'était l'équivalent de 7 kilos de pain. 7 kilos de pain. Alors on a décidé de faire le prix à 7 kilos de pain aussi. C'est une bonne question peut-être que ce que vous faites, c'est c'est pur business, on peut dire, ou c'est une action culturelle? C'est ça. Parce que, alors en fait, ça n'est pas du tout du business, parce que chaque fois qu'un libraire vend un livre, nous perdons 4 euros. C'est-à-dire, ça n'est pas très économique. On a créé une association, qui est une association en France, ça s'appelle Association Loi 1901, à but non lucratif. L'objectif n'est pas de gagner de l'argent, l'objectif est de ne pas en perdre pour pouvoir faire d'autres livres avec les livres qu'on va vendre. Aujourd'hui, de toute façon, le monde de l'édition est un monde terrible. Ou bien vous êtes un grand éditeur et vous êtes très très riche, ou bien vous êtes un petit éditeur et vous êtes très très pauvre. Donc le but était de ne pas essayer de gagner d'argent, mais de donner envie de lire des textes qui sont des textes classiques, parce que le livre c'est aussi un objet, et on avait envie que la littérature ce soit une chose belle. Je comprends que c'est mieux avec les anciens livres, Casanova, cette édition est comme ça. Mais pourquoi pas essayer avec une écrivaine contemporaine? Alors, une des raisons pour lesquelles on ne peut pas utiliser pour l'instant de la littérature contemporaine, c'est la question des droits d'auteur. Parce que déjà, si vous voulez, on ne gagne pas d'argent si on n'a pas de droits d'auteur. Ou alors il faudrait qu'un auteur nous donne les droits de son livre. Il faut payer le graveur. Le papier est extrêmement cher, évidemment, parce que c'est du papier de très haute qualité. Et de façon générale, le papier est cher. Et puis, nous n'avons pas non plus de distributeur. Ça encore, c'est compliqué. C'est-à-dire, c'est notre réseau d'amis qui distribuons les livres. Alors il y en a en Belgique, il y en aura peut-être bientôt en Suisse, il y en a en France, de la Bretagne à Nice, de Biarritz à Colmar, mais ce sont des bénévoles qui ont des livres chez eux, qui les apportent chez les libraires. C'est un peu compliqué comme système de distribution, donc on ne peut pas payer en plus des droits d'auteur, ce serait très compliqué. Mais j'aimerais bien, s'il y a un auteur qui veut publier son livre gratuitement, disons, pourquoi pas. Aujourd'hui, vous aurez une présentation de ce livre. Quelles sont les auditions de ce livre? Le public qui va venir écouter la journée de cet après-midi sur Casanova, c'est d'abord un public qui est curieux de Casanova, parce que c'est le 300e anniversaire de sa naissance. Il est né en 1725. Mais aussi, on va parler de Casanova au cinéma, on va parler de Casanova dans la littérature, mais aussi des gens qui sont curieux de l'histoire de ce livre et des livres qui vont venir, parce que là, on va publier bientôt une anthologie de poésie japonaise, donc une chose très différente. Alors pour les jeunes, c'est une découverte, et pour les plus âgés, c'est la nostalgie, un peu. Quel autre livre avez-vous? Alors là, nous sommes en train d'imprimer une anthologie de poésie japonaise qui va de l'an 800 à 1800, c'est-à-dire 1000 ans de poésie japonaise. Ensuite, nous avons prévu, alors parce que dans cette maison d'édition de 1925, il y avait plusieurs collections. Donc je suis en train de réactiver chaque collection. On prévoit les lettres à Lucilius de Sénèque, ça c'est la collection antique. On prévoit aussi, il y avait une collection plus philosophique et historique qui s'appelait Lumen Animi, la lumière de l'esprit. Et pour ça, on prévoit dès l'année prochaine des pamphlets de l'époque de la Révolution. Un révolutionnaire qui s'appelle Pierre-François Réal, qui n'est pas très connu, mais qui a écrit des textes très beaux sur l'état des prisons et des prisonniers à la Révolution. C'est un des premiers auteurs qui donne la parole aux prisonniers. Ensuite, nous avons prévu des textes de Léonard de Vinci,
qui a écrit des fables, des proverbes, une anthologie de la poésie féminine de toute l'Europe à l'époque de la Renaissance. C'est-à-dire, il y a 13 pays qui seront représentés par des femmes du XVIe et du XVIIe siècle. Ce sont des projets très variés, mais qui sont centrés quand même sur la littérature. Ce que je questionnais ça parce que il y a une écrivaine américaine, Jack Kerouac, et j'aime beaucoup cet écrivain. Et en fait, il y a une roule de papier, c'est presque 20 kilos qu'il a écrit. Oui, qu'il a écrit. Donc peut-être si vous avez envie, peut-être essayer un autre type de forme de publication également. Alors peut-être, je n'en sais rien. Pour l'instant, c'est déjà compliqué de faire cela parce que la machine, le papier, le type d'écriture. Mais c'est vrai que, notamment en parlant avec les graveurs, avec des artistes, on peut trouver des propositions de format de livre qui seraient un peu différents. Le manuscrit en rouleau est quand même très compliqué à utiliser pour lire, ça c'est pas évident, mais c'est comme ça qu'on imprimait en Chine autrefois, il n'y a que des rouleaux en Chine, donc on peut imaginer en effet d'autres types d'impressions. Pour l'instant on a déjà du mal parce que les pages sont cousues par exemple, elles ne sont pas collées. Donc il a fallu une très grosse machine à coudre, voilà, donc il y a beaucoup d'éléments techniques qui sont compliqués à gérer, mais qui font partie un peu du défi, si j'ose dire, de ce type de livre. Si vous n'avez pas aucune limitation de l'écrivain, vous avez mentionné que cette problématique un peu les droits d'auteur, oui. Mais si vous n'avez pas d'aucune limitation, quelles sont votre inspirations? Ce qui paraît pour nous le plus important, c'est vraiment que le livre, que ce soit de la littérature, que ce livre soit beau à lire, qu'on ait envie de lire. C'est-à-dire, si vous voulez, il y a un peu une réflexion avec aujourd'hui Internet, tout le monde peut s'auto-publier, tout le monde peut publier ce qu'il veut en ligne. Il y a une réflexion à mener sur ce qu'est la littérature et comment ça marche la littérature. C'est-à-dire que le filtre de l'éditeur, c'est aussi le filtre de quelqu'un qui est extérieur à l'auteur et qui a une connaissance de la littérature et qui peut dire c'est original, c'est bien écrit, c'est mal écrit. Moi-même, vous voyez, j'ai écrit des livres et je ne vais pas les publier encore parce que j'ai des échanges avec des lecteurs qui me disent bon mais ça il faudrait le changer, etc. Le rôle d'un éditeur me semble être aussi celui de publier des choses que l'on aime publier, que l'on a envie de voir lues par le public, et il faut croire chaque fois dans les livres qu'on publie. Surtout si on perd de l'argent. Je pense que votre génération vraiment aime lire, et moi aussi, et mon génération également. Mais les plus jeunes souvent utilisent médias sociaux. Paradoxalement, chez les jeunes, il y a un goût pour ce qui est unique. C'est-à-dire la représentation de soi en particulier, et aussi j'ai une chose que l'autre n'a pas. En même temps que de la superconsommation, il y a aussi ce goût de, par exemple, si je suis devant la Tour Eiffel, je fais une photo de la Tour Eiffel avec moi, parce que tout à coup ça devient une photo unique. C'est la Tour Eiffel et moi. Et c'est aussi pour ça du coup qu'on a fait des exemplaires numérotés. Parce que on voit par exemple des gens qui disent « je voudrais le numéro de mon année de naissance ». Ah, c'est possible, peut-être. Je crois que ça peut aussi correspondre à un désir d'avoir des choses originales, uniques, différentes, en même temps justement de cette consommation de masse où tout le monde peut avoir le même t-shirt, où on peut avoir le même livre de poche mais dont les pages vont se déchirer très vite. Lire un livre, alors vous avez raison, il y a une question de génération. Moi-même, je suis passionné de livres, vous vous en doutez. Pour lire un livre, on n'a pas besoin de connexion Internet. On peut partir en camping, très loin, et emporter un livre. Beaucoup des gens de nouvelles générations veulent lire quelque chose. Oui, je pense aussi. Mais je pense qu'il faut guider un peu pour quels sont les sujets, quels sont les auteurs qui sont vraiment de qualité, parce qu'il y a
plusieurs mille des livres. Millions même. Millions. Plusieurs millions. Alors, je dois dire, il y a une autre chose, on a pensé, c'est de demander à des graveurs qui puissent être de jeunes gens. C'est-à-dire que, par exemple, la jeune femme qui est en train de préparer les gravures pour Léonard de Vinci, elle a 25 ans. C'est-à-dire que c'est pas mal aussi de laisser aux graveurs, justement, ça fait une différence entre le texte qui est Léonard de Vinci, 15e siècle, et une jeune femme du 21e siècle qui va pouvoir transmettre à travers les gravures ce qu'elle comprend du texte, sa sensibilité et sa manière de l'illustrer. Donc peut-être que là, ça c'est un des objectifs qu'on se fixe, d'essayer de trouver des graveurs jeunes qui n'ont jamais fait de livre, qui sont passionnés de gravure, qui aiment leur art et à qui peut-être on n'a pas donné la chance de pouvoir faire un livre. Donc ça fait partie un peu de l'idée globale, littérature ancienne peut-être, mais lecture nouvelle et illustration nouvelle. Merci beaucoup pour cette conversation. Bon, merci à toi, Balázs.